privilégié. Je vais maintenant passer la parole à ma consoeur Christelle Maguet qui va faire un focus sur la jurisprudence récente à retenir. Alors, vous voulez que… oui, je vais partager. Parfait. Voilà. Donc, comme vous allez le constater, la jurisprudence a été également très riche ce mois-ci. Et pour commencer, on va parler d'un licenciement pour inaptitude physique qui n'avait en l'occurrence pas été suffisamment motivé et qui donc a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est un arrêt de la Cour de cassation qui nous le dit du 3 juin 2020. Pour rappel, le salarié a été licencié donc, le 3 novembre 2014 pour un motif qui tient à son inaptitude et au refus d'une proposition de poste de reclassement. Il n'était pas mentionné donc, dans la lettre de licenciement l'obligation de reclassement que l'employeur aurait respectée. À ce titre, il convient de rappeler l'article L1232-6 du Code du travail qui prévoit que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs dans la lettre de licenciement et fixe les limites du litige. Donc, à défaut, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Et donc, en l'occurrence, en matière d'inaptitude physique et d'impossibilité de reclassement, la lettre doit viser spécifiquement l'impossibilité de reclassement ainsi que l'inaptitude. Il s'agit d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui nous dit que la seule mention soit de l'inaptitude, soit de recherche infructueuse, ou soit la seule mention du refus de proposition de reclassement ne permettait pas d'obtenir une cause réelle et sérieuse au licenciement. Ça ne suffit donc pas. La solution peut paraître logique puisque, effectivement, la Cour de cassation considère que la recherche de reclassement et le refus par le salarié de proposition de reclassement n'impliquent pas en soi le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, puisque l'employeur doit pouvoir démontrer qu'il n'avait pas d'autre poste à proposer aux salariés. Il convient toutefois de noter que depuis janvier 2018, le motif de licenciement peut être précisé a posteriori, et c'est l'article L1235-2 du Code du travail qui nous le dit. L'employeur peut donc, en principe, ajouter postérieurement cette obligation de reclassement en précisant donc les motifs du licenciement. Par ailleurs, il convient également de noter que si le salarié ne demande pas de précision quant au motif du licenciement, ce qu'il est en droit de faire, deux personnes peuvent demander en réalité, le salarié peut demander la précision et l'employeur peut préciser de lui-même. Donc, le salarié qui ne demanderait pas ces précisions donc, dans les délais impartis serait donc en maximum en droit de bénéficier d'un mois de salaire au titre de l'insuffisance de motivation, puisque effectivement il n'y aurait pas d'office, comme ça pouvait être le cas antérieurement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Se pose dès lors la question de savoir si l'absence de mention de reclassement constitue soit une absence de motivation, ce qui rendrait alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une insuffisance de motivation et donc qui permettrait aux salariés de bénéficier uniquement d'une indemnité d'un mois de salaire. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas la réponse puisque le licenciement date de novembre 2014 et que cette possibilité a été mise en place à compter de 2018. Deuxième jurisprudence qu'il convient de noter, l'information sur le motif économique de la rupture quand il y a une acceptation du CSP par le salarié. Si l'employeur n'a pas informé le salarié du motif économique, dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Alors, pour ce faire, la jurisprudence a rendu, la Cour de cassation a rendu 3 arrêts qui portent sur des sujets qui sont liés mais qui sont quelque peu différents et je vais donc y revenir.
Tout d'abord, il convient de noter que l'acceptation du CSP par le salarié n'exonère pas donc de l'obligation d'information sur le motif économique. Il s'agit d'une jurisprudence constante et en réalité, l'ensemble des conventions de rupture qui emportent rupture du contrat de travail pour motif économique oblige l'employeur à informer le salarié du motif économique, dans la mesure où, en réalité, il ne s'agit qu'une modalité de rupture du contrat de travail pour motif économique. Et donc, le licenciement serait, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. Et c'est la décision qu'a rendue la Cour de cassation dans les 3 arrêts dont je vais vous parler tout de suite. Tout d'abord, le premier arrêt concernait l'acceptation par le salarié du CSP suite à un refus de modification de son contrat de travail. Donc, la notice qui a été remise dans le cadre du CSP ne mentionnait pas effectivement le motif économique, et seules les lettres de proposition de modification du contrat de travail remises au salarié mentionnaient qu'à défaut, effectivement, le salarié pourrait être licencié pour motif économique. La Cour de cassation, en l'espèce, considérait que c'était insuffisant et que la notice d'information sur le CSP aurait dû mentionner la cause économique du licenciement. Deuxième jurisprudence, ça concerne donc la même société qui était placée en redressement judiciaire et qui a licencié un salarié après autorisation du juge commissaire. À ce titre, l'arrêt relève que les informations données aux salariés ne visaient pas expressément l'ordonnance du juge commissaire, donc autorisant le licenciement, et donc il y avait un défaut également de motivation, dans la mesure où la lettre de licenciement n'était pas suffisamment caractérisée. Troisième jurisprudence, ça concernait en l'occurrence un salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle alors qu'il était placé en ATMP, donc en accident de travail maladie professionnelle, alors que, et rappelons-le, c'est important, l'article L1226-9 du Code du travail prévoit explicitement qu'un salarié placé en ATMP ne peut être licencié que pour faute grave ou impossibilité de maintien de son contrat de travail. À défaut, le licenciement est considéré comme nul. En l'occurrence, les précisions sur les difficultés économiques qui avaient été apportées par l'employeur sur la note relative au CSP étaient insuffisantes car les difficultés en réalité n'étaient pas, la simple mention de difficultés économiques n'était pas suffisante à caractériser en soi le motif, l'impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, dans ce cas-là, le motif économique doit être mentionné, mais également le fait que cela motive la rupture du contrat de travail pour impossibilité de maintenir le salarié au sein de l'entreprise, tel que prévu par l'article L1226-9 donc, du Code du travail. À noter que l'information relative au motif économique du licenciement doit être donnée aux salariés au plus tard à la date d'acceptation donc du CSP. Ça peut être à divers moments de la procédure ou en tout état de cause, ça doit être donné au plus tard au jour de l'acceptation du CSP par le salarié. Donc un arrêt maintenant qui concerne le comportement sexiste et dégradant d'un salarié au sein d'une entreprise, le salarié ayant été en l'occurrence licencié pour faute grave du fait de ses comportements. La Cour de cassation en réalité estimait que la tenue de propos dégradants à caractère sexuel était une faute grave et que les faits étaient par nature incompatibles avec le maintien du salarié dans l'entreprise. Cela n'est pas une jurisprudence effectivement nouvelle, puisque cela avait également reconnu pour un salarié tenant des propos racistes ou encore des propos antisémites. En l'occurrence, l'employeur, pour licencier le salarié, ne s'est pas placé sur le terrain du harcèlement sexuel. Il a juste estimé qu'effectivement, les propos tenus par le salarié ne permettaient pas donc son maintien dans l'entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que le salarié adoptait ce type de comportement
Et il est à noter que la Cour d'appel avait eu un avis différent puisqu'elle avait retenu la notion l'ancienneté du salarié pour estimer qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une faute grave, mais uniquement d'une cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a cassé cette décision en estimant que donc, les propos dégradants à caractère sexuel constituaient en eux-mêmes une faute grave et qu'effectivement, l'ancienneté du salarié n'avait pas à être prise en compte. Une jurisprudence maintenant concernant le droit électoral et l'obligation de neutralité de l'employeur concernant les opérations électorales. Donc, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 27 mai 2020. Et en réalité, c'est un syndicat qui demandait l'annulation des élections car un autre syndicat avait utilisé la liste de diffusion du CSE pour réaliser une propagande électorale, les autres syndicats n'ayant pas eu accès à cette liste et par conséquent n'ayant donc pas pu effectivement avoir les mêmes chances de diffuser leur propagande. L'employeur n'avait pas réagi, l'employeur avait été informé effectivement de ces faits, mais n'avait pas réagi, il avait continué effectivement les opérations électorales sans émettre la moindre objection. Et donc, la Cour de cassation a estimé que celui-ci avait manqué à son obligation de neutralité et avait donc annulé les élections. Peu importe en réalité que le manquement de l'employeur soit caractérisé ou que ce soit simplement une simple négligence. Peu importe également en matière d'obligation de neutralité qu'il y ait un impact qui soit démontré sur les résultats. La simple violation de cette obligation de neutralité permettant effectivement de faire annuler les opérations électorales. La Cour de cassation a à ce titre relevé que l'absence de réaction de l'employeur n'avait pas permis à l'ensemble des syndicats un égal accès aux moyens de propagande. Et donc, il semblerait qu'en réalité, l'employeur aurait dû, dans ce cadre-là, autoriser les autres syndicats à faire de même et à communiquer également via cette mailing list du CSE. Alors, une jurisprudence maintenant sur le harcèlement moral et sur la notion de bar-out, qui est en réalité l'ennui au travail. Donc, c'est la Cour d'appel de Paris, et c'est un arrêt du 2 juin 2020. En l'occurrence, un salarié avait été placé en arrêt de travail pour dépression. Il avait ensuite été licencié pour absence désorganisant le fonctionnement de l'entreprise. Le salarié estimait que l'arrêt de travail qui avait engendré son licenciement était lié à un harcèlement moral, dans la mesure où on ne lui avait pas donné des tâches en lien avec ses qualifications et ses fonctions et qu'il avait été mis à l'écart. Il estimait qu'on lui avait confié des travaux subalternes qui ne correspondaient absolument pas à sa qualification. En réalité, le manque d'activité et l'ennui avaient été démontrés clairement par le salarié, également par des attestations. Et donc, la Cour de cassation a retenu que effectivement, la dégradation de son état de santé était liée à ses conditions de travail et à son ennui au travail, donc d'où bar-out. Ce n'est pas une jurisprudence nouvelle puisque la Cour de cassation a déjà estimé de longue date que la mise à l'écart ou la placardisation d'un salarié était constitutive d'un harcèlement. Par ailleurs, la notion de bar-out n'est pas non plus nouvelle puisqu'elle est apparue dans des arrêts de la Cour d'appel, de différentes cours d'appel en 2016. Donc effectivement, c'est assez nouveau, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette notion donc d'ennui au travail. Et il convient donc de faire attention puisqu'effectivement, désormais, le surmenage n'est pas la seule cause effectivement qui peut justifier un harcèlement au titre des tâches qui sont confiées aux salariés. Alors, un arrêt maintenant en matière de droit de la sécurité sociale, puisqu'en l'occurrence, il s'agit d'un arrêt portant sur la pratique d'une activité sportive pendant un arrêt de travail et l'octroi d'indemnités journalières de sécurité sociale. En l'occurrence, un salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail qui n'autorisait pas expressément la pratique sportive
Donc, il n'était pas mentionné expressément sur cet arrêt de travail que le salarié était en droit donc, de pratiquer des activités sportives. La seule mention sur cet arrêt concernait les sorties. Donc, le salarié, effectivement, était en possibilité de sortir et de se déplacer. Des attestations postérieures de médecins indiquaient effectivement que les activités sportives pratiquées par le salarié étaient bien fondées, que cela effectivement améliorait son état de santé. Toutefois, la Cour de cassation a estimé que ces différentes attestations postérieures n'équivalaient pas à une autorisation d'activité. Pour rappel, donc, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont soumises, le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale est soumis à condition, et c'est l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale qui nous le dit, puisque le salarié a l'obligation de s'abstenir de toute activité qui n'est pas expressément autorisée dans l'arrêt de travail. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de la participation d'une course à pied et le salarié a été amené à devoir rembourser l'indu d'indemnité journalière qui lui avait été versé pendant effectivement qu'il pratiquait cette activité. L'arrêt de travail, donc, comme je vous l'indiquais, ne mentionnait sortie libre. Il ne mentionnait aucune interdiction de la moindre activité à activité sportive ou autre. Et effectivement, des attestations postérieures de médecins indiquaient que le sport avait des bienfaits sur l'état de santé du salarié. Donc, c'est une jurisprudence qui est assez stricte pour le salarié et sur les mentions contenues donc, dans les certificats médicaux. Et il est à noter que ce n'est pas non plus nouveau. Ce n'est pas non plus nouveau puisque une solution identique avait par exemple été jugée pour des travaux de peinture d'un salarié réalisés chez ses parents ou encore la réparation d'une voiture ou le jardinage. Et même si cela coïncide avec des heures de sortie autorisées. Donc, effectivement, c'est une jurisprudence qui est assez stricte. Dernière jurisprudence, ça concerne le temps de pause d'un salarié qui est tenu de rester donc, pendant sa pause en tenue de travail. Donc, c'est une jurisprudence du 3 juin 2020. Donc, pour rappel, en vertu de l'article L3121-1 du Code du travail, le travail effectif est la durée pendant laquelle le salarié est à disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. En l'occurrence, la salariée était agent de sécurité aéroportuaire et effectivement, elle devait rester en tenue de travail pendant sa pause. Elle pouvait par ailleurs faire l'objet de contrôles inopinés concernant sa tenue, mais également son comportement, puisqu'elle était à la vue des usagers. Or, la Cour de cassation a estimé que la salariée pouvait, pendant son temps de pause, soit rester dans le local de l'entreprise spécialement dédié aux pauses, ou aller où elle le souhaitait. Donc, par conséquent, la seule obligation de tenue de travail et le fait de devoir avoir un comportement irréprochable pour évoluer au sein de l'aéroport, en réalité, n'était pas suffisant à caractériser un travail effectif, mais résultait uniquement de l'image de l'entreprise. Et par conséquent, effectivement, la salariée qui demandait à être payée de ses temps de pause n'a pas obtenu gain de cause à ce titre. Alors, 24 heures chrono. Donc ça, c'est effectivement les dernières décisions et textes qui ont été rendus là de manière extrêmement récente. Et il y a plusieurs points. Donc, tout d'abord, un point concernant la reconnaissance du Covid-19 en qualité de maladie professionnelle. C'est un communiqué du 30 juin 2020 qui nous indique cela. Et nous sommes en attente d'un texte afin de confirmer ce point. Donc, ça concerne les salariés atteints de Covid-19 sous leur forme sévère. Et à ce titre, plusieurs points, puisqu'effectivement, il convient de distinguer le personnel de santé et le personnel autre. Donc, concernant le personnel de santé, la reconnaissance en qualité de maladie professionnelle est automatique et systématique. Donc, le salarié n'a aucun besoin de démontrer qu'il a été contaminé sur son lieu de travail.
par ailleurs, il convient de noter que le personnel des établissements sanitaires et médico-sociaux est concerné, mais également le personnel non soignant en présentiel, enfin, qui travaillait en présentiel dans ces structures pendant l'épidémie, et également les salariés s'occupant du transport et de l'accompagnement. Donc effectivement, ça ne vise pas uniquement le personnel de santé à proprement parler, mais c'est un petit peu plus large. La reconnaissance est en outre facilitée pour le personnel autre, et effectivement, puisque en l'occurrence, il s'agit d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, mais le taux d'incapacité permanente exigé de 25% ne l'est pas spécifiquement pour le Covid. Donc ça, c'est un point qui permet de faciliter effectivement la reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur l'activité partielle maintenant, il convient de noter plusieurs points. Tout d'abord, du 1er juin au 30 septembre 2020, le remboursement aux entreprises est baissé à 60%, mais c'est maintenu à 70% pour les secteurs dont l'activité reste très réduite. Transport aérien, tourisme, hôtellerie, etc. Et également les secteurs connexes, la chute de leur chiffre d'affaires sur la période est égale à au moins égale à 80%. Donc, effectivement, c'est 60%, 70% pour les secteurs dont l'activité reste très réduite et également 70% pour les secteurs connexes dès lors qu'il y a une baisse très, très importante du chiffre d'affaires. Un nouveau régime va être mis en place, mais on l'a vu tout à l'heure, à compter du 1er octobre. Également, un décret sur la sécurisation de l'activité partielle. Donc, tout d'abord, la consultation du CSE en cas de demande d'activité partielle. Il est précisé à ce titre que cela ne concerne que les entreprises d'au moins 50 salariés. Il y avait un petit doute et une petite imprécision. Et là, effectivement, le décret est clair. Ça ne concerne que les entreprises d'au moins 50 salariés. Également, le remboursement du trop perçu par l'employeur au titre de l'indemnité pour activité partielle. Il est précisé que le remboursement doit être réalisé à l'Agence des services et de paiement dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours et que le remboursement ne peut pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique de l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est assez important puisqu'il y a une particularité. Par ailleurs, l'activité partielle individualisée peut être mis en place depuis le 22 avril 2020 par accord collectif ou avis du CSE. Et effectivement, il y a des précisions sur la transmission de l'accord à la directe, les délais, etc. Il est également possible de grouper les demandes d'activité partielle pour les sociétés qui disposent de plus de 50 établissements et si effectivement l'activité partielle est demandée pour les mêmes motifs et sur la même période. Dans ce cas-là, il est effectivement possible de grouper la demande. Également, un point sur les heures d'équivalence et les heures supplémentaires. Donc, en principe, les heures d'équivalence et les heures supplémentaires ne sont pas indemnisables au titre du chômage partiel. Il y a une dérogation du 12 mars au 31 décembre 2020 sur les heures d'équivalence rémunérées et les heures supplémentaires structurelles. Il est précisé que les erreurs également de calcul concernant l'assiette du chômage partiel qui serait liée à la rémunération des heures supplémentaires non indemnisables ne ferait pas l'objet de récupération de sommes indûment perçues par l'administration, sauf fraude. Donc là, effectivement, il y a l'URSSAF fait preuve de bienveillance à l'égard des entreprises. Dernier point, effectivement, au niveau des IJSS, il est à noter qu'il y a une suppression de la majoration pour enfants à charge à compter du 1er juillet 2020. Cela concerne les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet, mais également les arrêts de travail prescrits antérieurement, mais effectivement pour lesquels il n'y aurait pas eu, le délai de 30 jours consécutifs n'aurait pas été atteint au 1er juillet 2020. Voilà. Bien, merci beaucoup, Maître Cristal Maguet, pour ce point très complet de la jurisprudence récente.
Nous allons passer aux questions-réponses, si vous le voulez bien.